Le dimanche 18 octobre 2009, à Lindau en Allemagne, près du lac Constance, un fourgon rôde. Anton, Kasia et Ivan, les hommes à son bord, sont chargés d'une mission. Ils cherchent quelqu'un. La personne qu'ils recherchent est un homme âgé et leur contrat stipule qu'ils doivent le ramener en France en vie. Dès qu'ils identifient leur cible, ils arrêtent leur camion. La porte de la fourgonnette s'ouvre, un homme descend, il se jette sur le vieil homme, l'assomme et le traîne jusqu'au camion. Il lui met ensuite un bandeau sur les yeux et lui ligote les poignets ainsi que les chevilles de manière à ce qu'il se retrouve en position fétale. Après ça, les hommes reprennent la route dans la direction opposée. Au bout de quelques heures, le fourgon s'arrête, un homme descend, il sort le vieillard et le place dans une voiture. De nouveau, le conducteur prend la route et il s'arrête à Mulhouse, au niveau du 12 rue des Tilleuls, et balance le vieillard dehors. Qui est cet homme? Qui lui en voulait au point de l'avoir kidnappé? Pourquoi l'a-t-on emmené à Mulhouse? C'est ce dont on va parler dans l'affaire d'aujourd'hui. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je suis désolée pour mon absence. J'ai pas vraiment d'excuses, mais j'ai peut-être une justification à tout ça. Je pense que je me mets un peu trop la pression avec les vidéos YouTube, donc je vais essayer d'être un peu plus spontanée à l'avenir et on verra ce que ça donne. Bref, je vais pas faire un blabla pendant 2 heures, on va rentrer tout droit dans notre histoire. L'homme dont je vous ai parlé en introduction s'appelle Dieter Krombach et il est né le 5 mai 1935. Il est né à Dresde en Allemagne dans une famille plutôt favorisée et il a une enfance des plus classiques. Il est plutôt beau garçon et intelligent et après son bac, il commence des études de médecine où il réussit sans problème. Il est très apprécié de la gente féminine et en 1963, à l'âge de 28 ans, il rencontre celle qui deviendra sa femme, Monika Hens. Il faut savoir que Monika, quand elle le rencontre, est âgée de 15 ans. Voilà. Ils sont très amoureux et rapidement elle tombe enceinte. Ils décident ensuite de se marier et de cette union naîtront 2 enfants. En 1969, alors que Monika est âgée de 24 ans, elle tombe malade du jour au lendemain et décède. Elle laisse donc Dieter Krombach seul avec 2 enfants, mais il se laisse pas abattre puisque 10 mois plus tard, il se remarie. Avec sa nouvelle femme et ses 2 enfants, ils partent s'installer au Maroc où il exercera la médecine au consulat de Casablanca. Et c'est là-bas qu'il rencontre une femme qui s'appelle Danielle Gonin. Ils se rencontrent parce que leurs enfants sont scolarisés ensemble. Dieter Krombach a 2 enfants, Daniel a 2 enfants aussi. Je vous ai dit qu'il était séducteur et assez rapidement, les deux entament une liaison. Et cette liaison finit par arriver aux oreilles d'André Bamberski, le mari de Daniel. Après l'annonce de cette nouvelle, le couple André-Daniel bat de l'aile et ils décident donc de rentrer en France, à Toulouse plus précisément, pour essayer de recoller un peu les morceaux. Et malgré leur retour, ça ne va pas mieux entre eux puisque Daniel et Dieter arrivent à maintenir cette liaison malgré la distance. Et c'est dans ce contexte que le couple Bamberski divorce en 1975, un an après leur retour en France. Après ça, Daniel et le docteur Krombach se marient en 1977 et Daniel déménage à Lindau en Allemagne pour s'installer chez le docteur Krombach. Elle part en laissant ses 2 enfants à son ex, André Bamberski. En 1980, soit 3 ans après son mariage, ses enfants lui manquent et elle demande à obtenir leur garde qui lui sera accordée dans la foulée. C'est ainsi que toute la petite famille recomposée s'installe à Lindau en Allemagne. Il y a donc Dieter Krombach et ses 2 enfants et Danielle Gonin et ses 2 enfants. Le matin du 10 juillet 1982, Dieter Krombach est très agité puisqu'il n'arrive pas à réveiller sa belle-fille Kalinka. Il appelle sa fille aînée, Diana, pour lui demander de lui ramener sa mallette de médecine pour essayer de ranimer Kalinka. J'ai oublié de vous le préciser avant, mais Dieter Krombach est cardiologue et il injecte à Kalinka un espèce de produit pour faire repartir son cœur. Après la première seringue, l'adolescente est toujours immobile. Il décide donc de préparer une seconde seringue qui sera également sans effet. Après plusieurs minutes à espérer que sa belle-fille se réveille, il se résigne à appeler les secours.
secours. Ils arrivent très rapidement, mais malheureusement, ils ne pourront rien faire pour la jeune fille puisque son corps est déjà rigide, ce qui veut dire qu'elle est décédée depuis un moment. La question maintenant est de savoir comment cette adolescente de 14 ans, en pleine forme, décède comme ça du jour au lendemain. Les secours posent quelques questions au docteur qui est littéralement sous le choc et lui il comprend pas ce qui s'est passé. Il explique que sa belle-fille la veille a passé la journée au soleil à faire de la voile et qu'elle a très certainement eu une insolation. Les secours tiquent sur l'explication du docteur puisque c'est quasi impossible de décéder des suites d'une insolation. À ce moment-là, ils en sont persuadés, la mort de Kalinka n'est pas une mort naturelle. Et c'est pour ça qu'ils décident d'emmener le corps de la jeune Kalinka à l'hôpital. D'ailleurs, petite parenthèse, ils n'ont pas vraiment le droit de faire ça, mais leur geste a une énorme importance pour la suite de l'histoire. Bon, revenons-en à notre histoire. Une fois que Kalinka est amenée à l'hôpital, il faut prévenir son père, André Bamberski, qui vit toujours en France, à Toulouse, à près de 1000 km de Lindau. Il est choqué, mais au-delà du choc, il est très confus. En fait, il comprend pas comment sa fille, une adolescente lambda de 14 ans, sans aucun problème de santé, se retrouve à décéder comme ça du jour au lendemain. Et déjà, il commence à y avoir des choses bizarres dans cette affaire, puisque la police n'est prévenue que 2 jours plus tard. Normalement, quand il y a suspicion d'homicide, ils doivent être prévenus de suite. Maintenant, vous allez très certainement me demander pourquoi la police n'a été prévenue que 2 jours plus tard. Tout simplement parce que le médecin urgentiste ne l'a pas fait à la demande de Dieter Krombach. Ce dernier lui aurait demandé une espèce de faveur en lui disant de ne pas prévenir les autorités et qu'il le ferait lui plus tard. Le 12 juillet, soit 2 jours plus tard, l'autopsie de Kalinka commence enfin et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on est en juillet, qu'il fait très chaud et que son corps commence déjà à se décomposer, ce qui facilite pas vraiment la tâche pour les médecins. Ils remarquent de suite que la jeune fille était décédée depuis un moment quand Dieter Krombach a essayé de la réanimer et ça les fait tiquer de suite. Pourquoi essayer de réanimer quelqu'un qui est décédé depuis un moment? Ça a vraiment aucun sens. Les légistes retrouvent bien les 2 piqûres d'adrénaline entre guillemets que Dieter Krombach a fait pour la réanimer, mais ils retrouvent également une autre trace de piqûre, cette fois-ci dans le bras en intraveineuse. Ils sont clairement confus et on va donc demander à Krombach pourquoi sa belle-fille a cette trace dans le bras. Il explique très simplement que la veille, il a fait une injection de fer à sa belle-fille pour la faire bronzer plus vite, à sa demande. Bon, petite parenthèse, le fer ça fait pas bronzer plus vite et deuxièmement, un cardiologue aussi réputé que le docteur Krombach le sait. Donc pourquoi il a accepté de faire cette injection à sa belle-fille? Bizarre. Bref, les légistes continuent d'examiner la jeune fille et ils retrouvent des restes alimentaires dans ses poumons, ce qui veut dire qu'elle est décédée asphyxiée. Elle a très certainement vomi dans son sommeil et s'est étouffée. Et là, je vous vois venir les hypocondriaques, et moi y compris, quand on est en bonne santé et qu'on vomit dans son sommeil, normalement on se réveille et là ça n'a pas été le cas. Donc c'est extrêmement rare, n'ayez pas peur. Ensuite, autre truc très étrange, c'est que la jeune fille présente du sang ainsi qu'une déchirure au niveau des parties génitales et il retrouve également une substance blanchâtre dans sa cavité vaginale qui ne sera jamais analysée. Pourquoi? Eh bien, on le saura jamais. Après les éléments que je viens de vous exposer, les légistes concluent la mort n'est pas naturelle, mais elle n'est pas non plus criminelle, donc elle est inexpliquée et ça s'arrête là. Le 17 août 1982, le parquet classe donc l'affaire. La mort de Kalinka est une mort inexpliquée. En apprenant ça, le père de Kalinka, André, est choqué et surtout très énervé. Il lit le rapport d'autopsie et notamment ce que je vous disais sur les parties génitales et il veut en discuter avec son ex-femme, Danielle Gonin, pour avoir un peu plus d'explications et avoir son avis sur la situation. Durant cet appel, il lui explique le fond de sa pensée, il lui dit qu'il pense que le docteur Dieter Krombach a quelque chose à voir avec le décès de leur fille. C'est également à ce moment-là qu'il évoque avec son ex-femme l'idée où Dieter Krombach a très certainement abusé de leur fille Kalinka. Et quand je dis abusé, c'est pour pas dire VIOL, c'est très certainement un VIOL, vous avez compris. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, Danielle Gonin va se ranger du côté de son mari actuel,
à savoir Dieter Krombach. Elle en est persuadée, son ex-mari André Bamberski veut juste se venger puisqu'il a été trompé dans le passé. Elle essaye de le raisonner mais ça tombe clairement dans l'oreille d'un sourd. Pour André, il est impossible que la mort de sa fille soit naturelle, il veut comprendre ce qui s'est passé et il veut surtout rendre justice à Kalinka. Il engage donc un avocat allemand pour que des analyses toxicologiques soient faites et que les fluides qui ont été retrouvés dans le corps de l'adolescente soient analysés et la justice allemande accepte. Une instruction est donc ouverte et c'est dans ce cadre-là que Daniel Gonin et Dieter Krombach sont interrogés par la police. Enfin, il n'y a que Daniel Gonin qui est convoqué au commissariat pour avoir droit à un interrogatoire en bonne et due forme. Durant celui-ci, on lui demande de raconter la soirée du 9 juillet. Elle explique qu'elle se rappelle avoir vu sa fille arriver dans la cuisine autour de 21h après le dîner avec un pansement au bras et lui dire que son beau-père lui avait fait une injection de fer. Après ça, elle ne l'a pas recroisé et est allée se coucher. Dieter Krombach, quant à lui, est interrogé à distance au téléphone. Vous comprenez, il n'a pas vraiment le temps de se déplacer. Et puis au-delà de ça, vous savez, Lindau, c'est une petite ville, enfin c'est même un village. Et dans un village, un médecin, ça a quand même un statut à part et les policiers voulaient pas vraiment le déranger. Il va donc répondre aux questions de son côté et renvoyer ses réponses au commissariat et elle colle mot pour mot à la déclaration de sa femme, Daniel Gonin. Il va quand même rajouter un petit truc qu'il avait jamais évoqué jusqu'alors. Il explique que autour de minuit, il a croisé Kalinka dans la cuisine. Elle n'arrivait pas à dormir et il lui a donc donné un somnifère pour l'aider à s'endormir. Qui donne un somnifère à une enfant de 14 ans ? Il revient aussi sur la piqûre de fer, il explique qu'en gros, il lui a donné du fer, pas pour bronzer plus vite, mais tout simplement parce que Kalinka était anémiée, chose qui est mentionnée nulle part dans aucun examen de santé. Il revient également sur l'heure d'administration du fer. Il explique que c'est pas 19h comme il l'a dit aux enquêteurs au début, mais 20h30, ce qui colle assez bien avec les conclusions des légistes. Il n'y a pas vraiment de preuves et avec ces témoignages, la justice allemande décide de classer le dossier une nouvelle fois. De l'autre côté de la frontière, André Bamberski, le père de Kalinka, est désespéré, mais il est déterminé à rendre justice à sa fille et décide donc de porter l'affaire devant les tribunaux français. Même si Kalinka vivait en Allemagne, elle est de nationalité française et en droit, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais tout citoyen français, même s'il décède à l'étranger, s'il y a une suspicion d'homicide, une enquête peut être ouverte en France. En parallèle, il prend la route vers Lindau, la commune où réside et exerce le docteur Krombach, et distribue des tracts où il relate l'histoire de sa fille en plein centre-ville. Je vous l'ai dit, il est vraiment déterminé et c'est que le début. C'est la fête de la bière, Lindau est en effervescence et le titre du tract qu'il distribue est assez explicite puisque c'est « Dans votre ville vit un meurtrier ». Voilà, ça a le mérite d'être clair. Ça fait tâche, puisque je vous l'ai dit, Lindau c'est une toute petite ville, il y a à peu près 20 000 habitants à l'époque et le médecin c'est quelqu'un de très connu et surtout très respecté. Dès qu'il apprend ça, Dieter Krombach ne tarde pas à porter plainte et André Bamberski est arrêté. Il est relâché quelques heures plus tard, mais André Bamberski c'est un gars qui est vraiment déter, donc il trouve une parade. Il a plus le droit de tracter, mais il va faire autre chose. Rien ne l'empêche de l'envoyer aux 250 députés de la Bavière. Chose qui va porter ses fruits puisque 10 d'entre eux vont lui répondre. Et c'est comme ça que l'affaire arrive jusqu'aux oreilles du ministre de la Justice bavaroise qui ordonne la réouverture de l'enquête. Une analyse pharmacologique est demandée par la justice et quand le rapport revient, c'est accablant. Le docteur Krombach n'aurait jamais dû faire cette injection de fer à l'adolescente puisque dans 3 cas pour 1000, il y a des effets secondaires qui consistent en des vomissements ainsi qu'une perte de connaissance, exactement ce qui arrive à Kalinka. 3 cas pour 1000, c'est beaucoup, c'est pourquoi ces injections de fer doivent être faites dans des conditions bien spécifiques. Je me permets de donner mon avis, je savais pas du tout que les injections de fer c'était quelque chose de dangereux. J'ai des copines qui ont eu droit à ces injections-là quand elles ont été enceintes et je pense pas qu'elles savaient que pour 3 personnes sur 1000, il y avait ce genre d'effets secondaires. Bref, ce rapport d'analyse vient également
également mettre en lumière une très grosse incohérence dans le témoignage du docteur, puisqu'il dit l'avoir croisé dans la cuisine autour de minuit et son estomac a été analysé. La plupart des aliments qui étaient à l'intérieur n'ont pas été digérés, ce qui veut dire que le choc allergique, vous savez, la perte de connaissance ainsi que les vomissements, ont eu lieu très peu de temps après l'injection de fer. C'est impossible qu'il les croise à minuit dans la cuisine. Mais pourquoi le docteur Cronbach a menti? On a tous notre petite idée, mais on continue. C'est grâce à ces conclusions-là que la justice allemande ouvre une enquête pour homicide involontaire. Du côté français, ça bouge aussi. Je vous ai dit qu'une information a été ouverte. Et en 1985, soit 3 ans après le décès de Kalinka, son corps est exhumé du cimetière de Pechbusc pour être analysé par des médecins français. Quand les médecins légistes français démarrent leur travail, ils remarquent quelque chose qui va énormément freiner l'enquête. Tous les organes de la jeune fille sont manquants. Oui, parce que si vous ne le saviez pas, durant les autopsies, les organes sont retirés pour pouvoir être analysés et une fois que les médecins terminent, ils remettent tout à l'intérieur, ils recouent et le corps est envoyé pour être enterré. Et là, on les a pas remis à l'intérieur et quand on demande à la justice allemande où sont les organes de Kalinka, eh bien personne ne sait, ils ont disparu. Et dites-vous que même les parties génitales de la jeune fille ont été retirées et sont manquantes. Donc les experts ne peuvent pas les analyser et déterminer s'il y a eu un abus. Les prélèvements qui ont été faits à l'époque en Allemagne vont également être rapatriés en France et le juge d'instruction va mandater 3 experts différents pour les analyser et rendre leurs conclusions. Ça a été un peu le parcours du combattant pour récupérer les prélèvements, ce qui fait que les résultats ne reviennent qu'en 1987, donc 2 ans plus tard. Et les experts français sont unanimes, le décès de Kalinka est lié à son injection de fer. Les experts relèvent aussi un autre truc très intéressant, c'est que les molécules qui ont été injectées par le docteur Cronbach à Kalinka pour la réanimer sont totalement inappropriées et je vous rappelle que Cronbach est cardiologue, il est un expert du cœur. C'est à ce moment-là qu'une théorie va germer un peu dans la tête des experts français, c'est que Cronbach a peut-être injecté ces produits-là pour couvrir quelque chose. On se demande alors s'il lui a pas injecté une substance pour l'endormir, pour qu'il puisse abuser d'elle, et en fait il l'a un peu trop surdosé et Kalinka est décédée par la suite. Cronbach est donc convoqué par la justice française pour s'expliquer. Il réside en Allemagne et refuse de venir, et du côté de la justice allemande, il refuse de l'extrader. On va se le dire, c'est clairement le début des emmerdes. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en parallèle, une enquête est ouverte à Munich en Allemagne et c'est à ce moment-là qu'elle est classée. Ça fait partie des choses pour lesquelles Cronbach n'a pas été extradé, tout simplement parce qu'il a été innocenté dans son pays. Du côté français, un procès s'ouvre à la cour d'assises de Paris et Cronbach est absent ainsi que ses avocats. Et c'est un cas qui est prévu par le droit français, on peut juger quelqu'un en son absence. Ça s'appelle un jugement par contumace. Et oui, j'ai appris ça dans cette affaire. Durant ce procès, Dieter Cronbach est condamné à 15 ans de réclusion criminelle, c'est la peine maximale, et également condamné à verser des dommages et intérêts à André Bamberski ainsi qu'à la justice française pour couvrir les frais de justice. Et si vous vous demandez, la question d'abus sur mineurs n'a pas été évoquée pour la simple et bonne raison que les organes génitaux de Kalinka étaient manquants. Suite à ça, un mandat d'arrêt international est émis à l'encontre du docteur et la justice allemande refuse de nouveau de l'extrader. Je vous le rappelle, il a été innocenté dans son pays. Cronbach continue sa petite vie normale, il continue à exercer, mais il va commettre une erreur qui va lui être fatale. En 1997, soit 2 ans après le procès français, une de ses patientes porte plainte contre lui. Elle l'accuse d'avoir abusé d'elle durant une consultation. Elle s'appelle Laura, elle a 16 ans et elle explique ce qui s'est passé lors de sa visite au cabinet. Elle était très stressée et le docteur Cronbach lui a proposé une injection pour la détendre. Après l'injection, elle s'est sentie partir et a perdu connaissance. Et au moment où elle a repris connaissance, elle a ouvert les yeux et a vu le docteur Cronbach au-dessus d'elle, complètement nue. Elle accuse le cardiologue d'avoir abusé d'elle et son témoignage est corroboré par l'examen gynécologique. Le procès s'ouvre 8 mois plus tard. À aucun moment l'affaire Kalinka n'est évoquée et au-delà de ça, Dieter Cronbach est
jugé pour abus sur une personne en position de faiblesse et non pas pour VIOL. Dans la justice allemande, c'est pas un VIOL. Il est donc condamné à 2 ans de prison avec sursis et surtout, il perd le droit d'exercer la médecine. Et ça, c'est le truc qui va vraiment le blesser dans son estime. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse sur l'affaire Laura, puisque après sa condamnation, il va donner une interview où il va dire une phrase qui, personnellement, m'a beaucoup choquée. En gros, il explique que Laura était consentante et qu'elle n'avait dit ni oui ni non et qui ne dit mot consent. Et cette condamnation a le pouvoir de délier les langues, puisqu'après ce procès, 5 anciennes patientes du docteur viennent témoigner de faits similaires. Ils sont certes prescrits, mais ce qu'elles décrivent est similaire à la situation qu'a vécue Laura. Tout ça finit par peu à peu ternir l'image du cardiologue qui vend son cabinet et déménage de Lindau. Malgré tout ça, il ne va pas en prison et n'est pas extradé pour autant. Et ça rend dingue André Bamberski, le père de Kalinka. Il fait de nombreux courriers et malgré tout, Krombach n'est pas extradé. D'ailleurs, il va même voyager, se rendre en Autriche et à aucun moment il ne sera arrêté à la frontière. Normalement, la fiche Interpol pop et ils se doivent de contacter la justice française, chose qui n'a pas été faite. Bamberski est presque découragé et encore une fois, Krombach va faire une erreur. Il continue d'exercer la médecine malgré le fait qu'il ait été rayé de l'ordre des médecins. Une de ses patientes porte plainte contre lui pour exercice illégal de la médecine. Il est arrêté et jugé et cette fois-ci, il est condamné à de la prison ferme. Comme quoi, l'exercice illégal de la médecine, c'est bien plus grave que des abus sur des mineurs. Le procès s'ouvre en 2008 et le psychiatre qui a été chargé d'analyser Dieter Krombach va expliquer que l'homme souffre de traits narcissiques, ce qui fait qu'il se pense au-dessus des lois. À la suite de ce procès, il est condamné à 28 mois de prison ferme. Une fois qu'il a effectué sa peine, il sort de prison, chose qui ne passe absolument pas du côté d'André Bamberski. Quand il sort, on est en 2008, ça fait 26 ans que Kalinka est décédée et on approche à grands pas de la date de prescription. André Bamberski veut que Krombach paye et il met en place un plan. Vu que la justice ne veut pas le ramener en France, c'est lui qui le fera. Il engage donc les 3 hommes dont je vous ai parlé en introduction et il le ramène à Mulhouse. Je vous épargne les détails, mais assez rapidement, la police fait le rapprochement avec André Bamberski qui s'est battu toutes ces années pour que justice soit rendue à sa fille et ils vont donc l'arrêter. Il est mis en examen pour l'enlèvement et la séquestration du docteur. Dans un premier temps, il nie les faits, mais l'enquête très rapidement va mener les enquêteurs vers André Bamberski. En même temps, ça pouvait être qui d'autre. Il est mis en examen et déféré devant un juge, mais l'important pour lui, c'est que Krombach est en France. La peine pour laquelle il a été condamné en 1997 va pouvoir enfin être appliquée. Krombach est donc placé en prison et l'enquête reprend à Paris. Durant les investigations, les enquêteurs apprennent que pendant son mariage avec la mère de Kalinka, Krombach avait une maîtresse qui avait 16 ans. Oui, 16 ans. Pour pouvoir faire venir sa maîtresse dans la maison familiale et faire ses affaires avec elle, il donnait des somnifères à sa femme à son insu. Cette anecdote permet notamment de comprendre la personnalité du docteur, voir jusqu'où il a été capable d'aller. Il l'a fait avec sa femme, il aurait très bien pu le faire à Kalinka. Une énième expertise est demandée par le juge d'instruction et les résultats sont sans appel. On retrouve des somnifères dans le corps de Kalinka. Le procès final, entre guillemets, s'ouvre en 2011. L'homme de 75 ans est enfin jugé 29 ans après le meurtre de Kalinka. Il apparaît à la cour canne à la main, il est clairement diminué et je pense que vous l'avez compris, ce sera sa ligne de défense. Après une semaine de procès, l'état du docteur s'aggrave. Le juge décide de remettre l'audience à 6 mois plus tard. Toutes les jeunes filles qui ont été abusées par le docteur viennent témoigner à la barre les unes après les autres. Ses avocats réfutent les faits pour la simple et bonne raison qu'ils sont prescrits. Il n'a jamais été condamné pour ça. Durant ce procès, on revient sur le décès de sa première femme, Monica, à l'âge de 24 ans, qui est arrivée de manière aléatoire. On se demande si le docteur Krombach n'y est pas pour quelque chose. Après 2 semaines de procès, le verdict tombe. Dieter Krombach est condamné à 15 ans de prison.
Il a 76 ans et pour André Bamberski, c'est la libération. Il veut effectuer sa peine en Allemagne, c'est refusé et il fait donc appel de cette décision. En parallèle, André Bamberski est jugé dans l'affaire de l'enlèvement et de la séquestration du docteur. Condamné à 1 an de prison avec sursis, il ressort donc libre du tribunal et doit verser à Krombach des dommages à intérêts à hauteur de 6 000 €. Dieter Krombach, quant à lui, tente un pourvoi en cassation qui est rejeté. Il tente ensuite de saisir la Cour européenne des droits de l'homme qui rejette aussi son appel. Il va également avoir le culot, disons-le, de demander une grâce présidentielle qui sera, Dieu merci, également refusée. Le 21 octobre 2019, une suspension de peine lui est accordée en raison de son état de santé et il est libéré le 21 février 2020. Il rentre chez lui en Allemagne où il décède en septembre 2020. Si vous êtes arrivé jusque-là de la vidéo, bravo et merci parce que c'est assez long, ça fait à peu près 3 heures que je filme. Il est 2h30 du matin, donc je vais vous donner mon avis, mais ça va être rapide. Je suis clairement fatiguée, là, faut que j'aille dormir. Premièrement, j'ai été estomaquée par la détermination d'André Bamberski. Pendant près de 30 ans, il s'est battu pour la mémoire de sa fille, pour rendre justice à sa fille, et il s'est jamais arrêté, même si on lui mettait des bâtons dans les roues. Il dit avoir fait une promesse sur la tombe de Kalinka, et il l'a tenue finalement. Deuxièmement, j'ai été choquée par l'inaction de Danielle Gonin, la mère de Kalinka. Jusqu'au dernier procès, elle a cru en l'innocence de Dieter Krombach. D'ailleurs, ils ont divorcé à peu près 5 ans après le décès de Kalinka. Et à mon avis, je pense qu'elle voulait pas se l'admettre. C'est pour ça qu'elle est restée autant en retrait. Enfin, j'ai envie de me l'expliquer comme ça, peut-être pour justifier un peu son geste, mais j'avoue que ça m'a vraiment surprise. Il faut aussi savoir que cette affaire, elle a eu des répercussions diplomatiques et qu'à cause de ça, les relations entre l'Allemagne et la France ont été hyper tendues. C'est surtout pour ça que l'Allemagne n'a pas voulu extrader Dieter Krombach. Sachez qu'un film existe sur cette histoire, il s'appelle Au nom de ma fille et je vous le recommande à 200%. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'était long. Je vous invite à venir me rejoindre sur mes autres réseaux, je suis bien plus active qu'ici. En même temps, c'est pas difficile. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Je vous fais de gros bisous et on se voit très vite.